Besoin d'un coup de main pour tout savoir sur la rage de l'expression de Francis Ponge ? Ça tombe bien, on est là pour faire le point et vous aider à connaître cette œuvre sur le bout des doigts. Une main, c'est 5 doigts. Le pouce, l'index, le majeur, l'annulaire et l'auriculaire. Et on peut faire plein de choses avec une main. Cuisiner une bonne tarte, ouvrir une huître, écrire un poème. Mais on peut aussi réviser. Aujourd'hui, on vous présente la rage de l'expression de Francis Ponge sur 5 doigts. Un coup de pouce sur le contexte de création, l'index pour découvrir la structure de l'œuvre, le majeur pour les thèmes principaux, l'annulaire pour épouser le parcours proposé et l'auriculaire pour la musicalité du texte. Francis Ponge, la rage de l'expression sur le bout des doigts, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation. Tout d'abord, le pouce pour un peu de contexte. Étonnamment moins célèbre que le parti pris des choses, La rage de l'expression est une œuvre tout aussi intéressante, quoique un peu plus complexe de prime abord. Publiée en 1952, les pièces qui composent ce livre ont essentiellement été rédigées pendant l'occupation allemande et alors que Ponge voyage en zone libre. Résistant, il est agent de liaison et écrit pour des revues antifascistes. Même d'un point de vue matériel, l'écriture se révèle compliquée. Il lui est par exemple difficile de trouver du papier. C'est dans ces conditions précaires que Ponge rédige les textes connus plus tard sous le titre « La rage de l'expression ». Écrire de la poésie pendant l'occupation, c'est refuser de plier, de se rendre. C'est rejeter la fatalité, la défaite et le silence. Héritier de la poésie du XIXe siècle, Ponge n'appartient cependant à aucun mouvement défini. D'ailleurs, il répète souvent qu'il ne se considère même pas comme un poète. Et oui, dans son rapport à la littérature, il est assez original. On peut même dire exceptionnel. Il n'a pas connu de grands bouleversements stylistiques ou thématiques au cours de sa carrière, mais il s'est appliqué à traiter à peu près le même sujet, à l'explorer et à y revenir durant des décennies. Ses obsessions, ce sont notamment les objets, les animaux, les lieux. Ce que veut éviter Ponge, c'est de parler des hommes et de ses sentiments. Ça, tous les autres artistes le font. Mais parler d'eux et faire parler ce qui est muet est une tâche bien plus complexe, tâche à laquelle il a dédié des années de sa vie. Parmi ses nombreuses œuvres, La rage de l'expression est un bon exemple de ses conceptions artistiques et peut permettre de saisir sa manière d'aborder l'art et le monde. Ce qui nous amène à l'index. C'est donc en 1952 que paraît La rage de l'expression. Contrairement au parti pris des choses, ce livre ne présente pas de simples poèmes achevés. Il s'agit plutôt de sortes de dossiers dans lesquels Ponge regroupe ses idées, ses recherches, ses tentatives. C'est un journal de travail. Il y aborde 7 sujets, dans cet ordre. Les berges de la Loire, la guêpe, notes prises pour un oiseau, l'œillet, le mimosa, le carnet du bois de pin, et enfin, la monine. Le texte le plus long est le carnet du bois de pin, divisé en 5 parties. Le rassemblé, le plaisir des bois de pin, formation d'un abcès poétique, tout cela n'est pas sérieux, et appendice. Ce texte-là avait déjà été édité quelques années plus tôt, mais trouve bien sa place dans la rage de l'expression. On peut constater que le recueil s'ouvre et se ferme sur des lieux, les berges de la Loire et la Mounine, un lieu-dit de Provence. Entre les deux, Ponge aborde 2 fois la faune, à travers la guêpe et l'oiseau, et 2 fois la flore, à travers l'œillet et le mimosa. Le carnet du bois de pin traite, quant à lui, un peu de tous ces sujets, le bois étant un lieu peuplé de vie, animale comme végétale. Enfin, tout au long du recueil, Ponge donne beaucoup d'informations sur le contexte d'écriture de chacun de ses textes. Par exemple, dans l'œillet, il précise qu'il a écrit Ces 6 premiers morceaux, la nuit, du 12 au 13 juin 1941, en présence des œillets blancs du jardin de Madame Dugour. Le texte « Berges de la Loire » voit son titre accompagné de la précision « Roanne, le 24 mai 1941 ». Et il précise également que « Le plaisir des bois de pin » a été rédigé le 7 août 1940. Ponge dévoile ainsi plusieurs détails de sa création. Et toutes ces précisions ne sont pas là par hasard. Comme nous allons le voir, elles sont même très importantes pour comprendre sa démarche littéraire. Le majeur, c'est simple. Tout semble contenu dans le titre même de l'œuvre, La rage de l'expression. Les poètes s'expriment,
C'est même ce qu'ils savent faire de mieux. Mais Ponge nous annonce, dès la couverture, qu'il va le faire avec rage dans ce qui pourrait apparaître comme un mélange de dépit, de ferveur et de colère, comme il le souligne lui-même au début de son texte L'Œillet. Est-ce la poésie ? Je n'en sais rien, et peu importe. Pour moi, c'est un besoin, un engagement, une colère, une affaire d'amour-propre, et voilà tout. Voilà le premier élément majeur à retenir. Ponge refuse l'épanchement poétique, les sentiments convenus. Il s'exprime avec rage, comme il le dit lui-même, pour Écrire contre. pour contredire ce qui a été écrit avant lui et proposer quelque chose de nouveau. C'est une rage explosive de dire, d'affirmer. Une rage qu'on pourrait lier à son expérience politique, lui qui savait que c'est souvent en s'exprimant avec force qu'on obtient ce que l'on veut. Alors attention, quand Ponge dit qu'il a la rage de l'expression, ce n'est pas qu'il va brûler des poubelles ou hurler façon 6ix9ine, c'est plutôt qu'il va se donner tout entier au travail poétique, un travail acharné, tourné, comme nous allons le voir, vers les choses. Ponge se donne pour mission de se débarrasser de la routine qui encrasse l'œil et l'esprit humain, pour l'aider à porter un regard neuf sur les éléments muets qui nous entourent. Deuxième élément, l'importance des objets. L'exercice de décrire le plus exactement possible une chose sans la trahir est difficile. Comme il l'écrit dans Les Berges de la Loire, Ponge veut En revenir toujours à l'objet lui-même, à ce qu'il a de brut, de différent. pour lui, Les choses et les poèmes sont inconciliables. la rage de l'expression vient d'une colère. Elle naît aussi de la confrontation entre un désir d'expression et la conscience de l'incapacité du langage à exprimer la vérité des choses. Il importe donc de travailler avec méthode afin d'atteindre une sorte de vérité de l'objet. Ponge ne cherche pas seulement à magnifier les objets du quotidien, comme on l'a souvent dit. Il ne cherche pas à les rendre plus beaux grâce à la poésie, non. Pour lui, ces objets se suffisent déjà à eux-mêmes. S'il veut les décrire, c'est pour le bien de l'esprit humain, pour ouvrir de nouveaux horizons à la pensée humaine et à la langue. Un projet complexe. Pour présenter un objet, Ponge peut adopter plusieurs techniques. Il peut recourir à la science en analysant, dans le cas de l'oiseau par exemple, son physique ou son mode de vie. Il peut consulter des documents, des encyclopédies, des dictionnaires. En tant qu'artiste, il peut également faire des analogies, des comparaisons. Il commence par exemple son texte La Guêpe en comparant cette dernière à d'autres insectes volants, à la mouche ou au moustique. Ensuite, ces comparaisons deviennent plus étonnantes. Il la compare à un tramway. Quelque chose de muet au repos et de chanteur en action. Ou encore à une balle de fusil. Le but est d'appréhender la chose décrite en passant par plusieurs voies, classiques ou surprenantes. Ponge peut même aller jusqu'à donner la parole à la chose traitée. Pas comme dans Toy Story non plus, mais l'idée est là. Par exemple, il imagine ce que dirait une prune à propos de la guêpe. Si le soleil me darde ses rayons, il dore ma peau. Si la guêpe me darde son aiguillon, il navre ma chair. Il peut aussi s'adresser directement aux objets comme au pain. Bois de pain, sortez de la mort, de la non-remarque, de la non-conscience. Toute la démarche de Ponge consiste à tenter de donner la parole à ce qui est muet, et ce qu'il faut retenir, c'est le très grand respect avec lequel il entend traiter son sujet. Troisième et dernier élément à retenir, le travail de Ponge est un travail en cours. Il est très important de le comprendre pour saisir la particularité de son œuvre. Un poème, c'est le plus souvent une sorte de bijou précieux, achevé, sculpté, fini, que l'on peut étudier et apprendre par cœur. Faire des poèmes figés n'intéresse pas Ponge. Ce qu'il veut, c'est repousser les limites. Ainsi, il ne propose pas, dans la rage de l'expression, de poèmes terminés, mais des fragments, des esquisses, des essais, des variantes. Il présente ces brouillons afin que le lecteur puisse comprendre le trajet de sa pensée, loin de l'idée fantasmée que les poètes seraient inspirés ou touchés par la grâce. Chez Ponge, le poète est un travailleur conscient de ses échecs, par exemple quand il laisse des commentaires. Mais je ne m'avancerai pas beaucoup plus loin en ce sens. Il faudra que j'essaie cette issue, que je tâte ce procédé. Oh, que je m'exprime mal. Sa tâche le pousse, comme il le dit, à Avoir plus souvent désespéré que joui. et il est parfois très dur avec lui-même. Je viens de relire mes notes, peu de choses méritent d'être retenues. Ce qui importe chez moi, c'est le sérieux avec lequel j'approche l'objet, et d'autre part, la très grande justesse de l'expression. Mais il faut que je me débarrasse d'une tendance à dire des choses plates et conventionnelles. Ce n'est vraiment pas la peine d'écrire si c'est pour cela.
Voilà donc les 3 éléments à retenir. Le besoin de s'exprimer semblable à une rage, l'importance de l'objet traité pour lui-même et l'aspect en cours de réalisation de son travail. Avec la rage de l'expression, on a l'impression d'accompagner Ponge au cœur de son atelier. Ce qui nous amène d'ailleurs au doigt suivant. Deuxième élément. L'annulaire, c'est le doigt de l'alliance, le symbole du mariage, de l'union. Chez Ponge, justement, il y a un véritable désir d'union entre les mots et les choses, entre les objets et la langue. Mais cette union est difficile à percevoir et requiert un travail complexe. C'est pourquoi le parcours choisi cette année est celui de l'atelier du poète. Nous l'avons dit, Ponge ne veut pas montrer une œuvre finie, mais une œuvre en construction. Il nous invite à venir dans son atelier comme lui visite les ateliers de ses amis peintres. Ainsi, il dévoile toute sa méthode, comme s'il nous entraînait dans ce qu'il appelle lui-même son laboratoire verbal. Sauf qu'à la place du bécher, c'est du papier, et qu'à la place de l'azote liquide, c'est de l'encre. Et puis il y a peu de chances qu'on fasse exploser sa maison en écrivant un texte sur du mimosa. Enfin, on sait jamais. Mais ça me paraît difficile. Souvent, Ponge s'amuse à passer par les sciences. Dans son texte L'œillet, il insiste d'ailleurs sur l'importance de l'esprit scientifique dans sa démarche, et il fait la liste des outils auxquels il compte faire appel. Au dictionnaire, à l'encyclopédie, à l'imagination, au rêve, au télescope, au microscope, aux 2 bouts de la lorgnette, au verre de presbyte et de myope, au calembour, à la rime, à la contemplation, à l'oubli, à la volubilité, au silence, au sommeil, etc. Ponge ne cache aucune de ses influences, ni aucune de ses méthodes. Il lui arrive même de recopier des pages de dictionnaire, notamment du Littré. Il s'amuse à explorer les mots, soit leur origine, quand il interroge l'étymologie, soit leur forme, l'agencement de leurs lettres, par exemple. Victor Hugo disait que les mots ont une figure. Il préférait par exemple écrire le mot « trône » à l'anglaise, avec un H, car pour lui, la lettre H ressemble à un fauteuil. Ponge s'inspire de cette même théorie linguistique qu'on appelle le cratilisme et qui soutient que la forme ou la prononciation des mots peuvent être mises en lien avec ce qu'ils représentent. Ponge est célèbre pour avoir joué avec cette idée. Il le disait lui-même. Parti pris des choses égale contenu des mots. Manière de dire que les mots qui servent à exprimer la chose doivent aussi être étudiés dans leur forme, leur histoire, leur résonance. C'est le cas par exemple dans le texte « Note prise pour un oiseau », dans lequel il commence par détailler le mot « oiseau » avant de parler de l'oiseau en lui-même. Il souligne que le mot « oiseau » contient toutes les voyelles et que le S central ressemble au profil d'un oiseau au repos, tandis que « wa » et « o » symbolisent les 2 gras filets de viande qui entourent le bréchet. Et d'ailleurs, il ajoute plus loin que la première lettre du mot, l'O, n'est pas sans rappeler un œuf. Ponge ne se considérait pas comme un poète, et rédiger des poèmes ne l'intéresse pas. Ce qui lui plaît semble plutôt être la recherche. Mais comme il l'écrit dans Tout cela n'est pas sérieux, notez l'aveu dans le titre. Mais ici, mon dessein n'est pas de faire un poème, mais d'avancer dans la connaissance et l'expression du bois de pin, d'y gagner moi-même quelque chose, au lieu de m'y casser la tête et d'y perdre mon temps comme j'ai fait. Ainsi, par le travail, sa rage de l'expression semble plutôt ressembler à une rage de connaissance, de savoir, d'expérimentation. Lire la rage de l'expression requiert donc une posture assez originale de la part du lecteur. Il ne faut pas s'attendre, comme on en a l'habitude, à trouver un texte achevé, soigné. Il faut jouer le jeu et se dire qu'on accompagne un artiste au travail. Comme Ponge le souligne d'ailleurs, « Il faut que je prenne le lecteur par la main, que je sollicite de sa part une assez longue complaisance, le suppliant de se laisser conduire, au risque de s'ennuyer par mes longs détours, en lui affirmant qu'il goûtera sa récompense lorsqu'il se trouvera enfin amené par mes soins au cœur du bosquet de mimosa, entre 2 infinis d'azur. » Au moins, si vous vous êtes ennuyé en le lisant, il vous a prévenu. Et ça valait la peine. Enfin, l'auriculaire, le doigt de l'oreille, qui va nous permettre d'étudier la musicalité et le travail stylistique de Ponge. Ce qui saute d'abord aux yeux et aux oreilles quand on lit la rage de l'expression, c'est la façon qu'a Ponge de mélanger la prose et les vers. Souvent, il commence par prendre des notes diverses en prose. De ces notes jaillissent des idées, des thèmes forts. Il les reprend ensuite et cherche à les mettre en forme. Pour ce faire, il lui arrive d'utiliser la prose, la forme brève, voire les vers,
comme s'il cherchait, par la contrainte du nombre de syllabes, à faire jaillir encore d'autres idées. Son texte sur l'oiseau propose ainsi plusieurs tentatives de poèmes, des variantes. Parfois, ses alexandrins sont maladroits, voire complètement ratés, mais il les retravaille. Il fait des octosyllabes, mais aussi des vers libres ou des acrostiches, ne semblant pas avoir de limites ni de contraintes. Il n'hésite pas à s'inspirer des jeux textuels des surréalistes. Ce travail-là provoque beaucoup de reprises et de répétitions, mais qui permettent de suivre fidèlement l'évolution du texte, comme dans un making-of au cinéma où l'on verrait l'évolution d'une scène au fil des prises. Il joue également sur la typographie, mettant des mots en lettres capitales, d'autres en italique. Il fait beaucoup de commentaires entre parenthèses et n'hésite pas à ajouter des schémas. Il lui arrive de jouer avec les sonorités, par des assonances, des allitérations ou des rimes, par exemple lorsqu'il écrit que l'oiseau grince et crisse, vrille et trille, comme ces robinets de bois qu'on adapte aux douves. Douves ? Il pépit, piaille. Là son grain et pépin. De grain à distillation, il n'y a pas loin. Sur l'œillet, il explore la musicalité des mots dans la strophe suivante. Froncé, froissé, frisé, fripé, frangé, festonné, fouetté, chiffonné, bouclé, gondolé, tuyauté, gaufré, calamistré, tailladé, déchiré, plié, déchiqueté, ruché, tordu, ondé, dentelé. Ponge n'hésite pas à inventer des mots comme décourage-plume et à faire des jeux de mots, des calembours. Il s'amuse également à construire des parallèles incongrus reposant sur des origines étymologiques, des rimes ou des paronomases, par exemple lorsqu'il rapproche la pantomime et le mimosa, soulignant que le mot mimosa contient le verbe mima. Un vrai travail acrobatique entre humour et rigueur, échec et réussite, pour un artiste pas comme les autres, dont l'œuvre bouscule nos habitudes pour mieux les réinventer. Et voilà, pas simple, mais passionnant, vous ne trouvez pas ? La rage de l'expression est une œuvre originale, moderne, difficile, mais fascinante. Chez Rimbaud, le poète est un voyant. Chez Ponge, le poète est un chercheur. La rage de l'expression de Ponge n'est en réalité ni une frustration ni une colère. C'est un acharnement, une obsession. Si, comme le dit Ponge, à propos de n'importe quoi, même d'un objet familier depuis des millénaires à l'homme, il reste beaucoup de choses à dire. Et il y a intérêt à ce qu'elles soient dites. Alors, n'hésitez pas à choisir vous-même un objet qui traîne actuellement près de vous et commencez à l'étudier, à jouer avec lui. Qui sait, vous pourriez être pris d'une folle rage d'expression et vous mettre à écrire des pages et des pages sur votre portable, vos nouvelles chaussures ou votre stylo 4 couleurs. Pour en apprendre encore un peu plus sur Ponge, sa vie, ses influences et ses conceptions artistiques, n'hésitez pas à aller écouter notre podcast Dans la valise de Francis Ponge. Il est super. Et révisez bien histoire de ne pas perdre la main. Francis Ponge, La rage de l'expression sur le bout des doigts, podcast L'écume des œuvres, Hachette Éducation.